Patrick Gravel de Sainte-Marie-de-Beauce est un consultant formateur en produits Microsoft. Son talent de pianiste et de compositeur sont aussi des plus remarquables. Par-dessus tout, il est un bon vivant qui mord dans la vie à pleines dents. Cette joie de vivre a cependant été stoppée en 2013 à la suite d'un cancer et d'une septicémie qui ont failli lui coûter la vie. Voici l'extraordinaire histoire de Patrick Gravel. Je suis né à Sainte-Marie en 1967, d'une famille très, très normale. Mon père, Réal Gravel, ma mère, Fabienne Gosselin. J'ai grandi avec mon frère, Christian, puis j'ai commencé l'école à Sainte-Marie à l'externat, comme tout le monde. Maternelle, première, deuxième année. Ensuite de ça, je suis allé au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague, puis j'ai adoré ça. Puis c'est là qu'à un moment donné, il y a une bonne sœur qui a dit à mes parents, à un moment donné, ils ont dit « On voudrait vous voir, faudrait qu'on vous parle de votre fils. » Fait qu'ils descendent un soir de semaine. Puis là, la sœur a dit « Votre fils, elle dit, votre garçon, elle dit, on donne des cours de flûte à bec ici, puis il semble avoir bien de l'oreille. Avez-vous déjà pensé de lui faire suivre des cours de musique? Parce qu'on a des cours de piano ici. » Mes parents, non, mais écoutez, si vous pensez, allez-y. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le piano. Puis j'ai joué, j'ai appris, puis finalement, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, j'ai jamais arrêté. Faire une histoire courte, j'ai jamais arrêté de jouer du piano pour en faire une carrière à un moment donné. Les sœurs, quand on s'engageait à prendre des cours de piano, puis qu'ils nous prenaient sous leur aile, comme on dit, ils étaient très exigeantes parce qu'à chaque on était toujours inscrits au programme de musique de l'Université Laval. Fait que les petits gars de Saint-Louis-de-Gonzague, il fallait que ça performe, puis il fallait que ça finisse premier tout le temps. Alors, les pratiques, c'était obligatoire. Alors, tous les jours, on devait, sur l'heure du midi, aller faire une demi-heure de pratique. Puis après l'école, le soir aussi, une demi-heure, puis des fois 1 heure. Puis c'était à ne pas manquer parce que sinon, c'était la réprimande. Au Collège des Pères-Maristes, il n'y a pas de cours de piano, mais Patrick va au privé pour parfaire sa formation. À 16 ans, j'ai rencontré Julie, on a commencé à sortir ensemble. À un moment donné, elle est partie à l'Université d'Ottawa, et puis elle est revenue, puis là, on est revenus ensemble parce qu'on s'était un peu laissé cette période de temps-là. Puis aujourd'hui, on est mariés, puis on a eu trois beaux enfants, Geoffrey, Laura, puis Audrey. Fait que Audrey, qui est notre fille la plus vieille, Geoffrey et Laura, qui sont jumeaux jumelles. Fait que là, rendu au secondaire, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Je rentrais à l'école de musique comme ça, mais j'ai pas été très, très longtemps parce que à un moment donné, mon professeur de piano, il dit, tu sais, Patrick, ils ont fait de la musique pour l'art. Ils ont fait ça, on fait pas ça pour gagner sa vie. Puis moi, je voulais rentrer en musique pour apprendre le domaine, la business, excusez, c'est anglais, là, mais la business de la musique. Ça m'a déçu. Fait qu'à un moment donné, j'ai perdu un peu le feu, l'engouement que j'avais. Ça m'a vraiment rafraîchi. Fait que j'ai décidé de faire autre chose. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais entre-temps, mon père avait acheté le motel La Flèche à Sainte-Marie, puis il dit « Écoute, Patrick, veux-tu embarquer? Joins-toi à l'aventure, joins-toi à moi, puis on va travailler ensemble, puis on va faire ça. » Parfait. J'ai travaillé au motel pendant 5 ou 6 ans. Et puis finalement, à un moment donné, il y a eu des années dures. Puis en tout cas, pour faire une histoire courte, mon père a fait faillite avec ça. Je me suis ramassé plus de travail. Et puis là, nous autres, Julie et moi, on venait d'avoir notre fille la plus vieille. Fait que là, il a fallu que je me trouve quelque chose d'autre à faire. On restait à Frampton à l'époque. Fait que j'avais une machine à tapis. Quand il faut gagner sa vie, il faut gagner sa vie. Je me suis mis à laver des tapis puis des meubles dans les maisons. Puis à un moment donné, Julie, mon épouse, elle me dit « Écoute, Patrick, elle dit, t'as pas envie de commencer à donner des cours de piano? » Bon, j'ai dit « Ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça. » Fait que là, j'avais mon piano chez nous. J'ai commencé à donner des cours de piano à Frampton. J'ai annoncé, passé une petite annonce par la poste. Et puis finalement, je me suis ramassé que mon horaire était assez complet. Il y a beaucoup de va-et-vient chez Patrick Gravel. Le curé de Frampton accepte de lui prêter la sacristie afin de l'accommoder. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis par la suite, là, les gens se sont mis à me demander des cours de piano, des cours de violon, des cours de chant, des cours de guitare. Fait qu'à un moment donné, j'ai engagé des musiciens, des professeurs tranquillement. Puis c'est comme ça que l'école de musique est née, l'école de multimusique. Puis on donnait des cours à Frampton, à Saint-Malachie, à Sainte-Claire, à Sainte-Marie, à Vallée, un peu partout. C'est comme ça que ça a pris l'expansion. En tout cas, dans le pic là, du nombre d'élèves, on a monté jusqu'à 300 élèves. J'étais parti donner des cours dans mon salon à Frampton, puis à voir
autant de gens. Puis on s'est mis à vendre aussi des instruments de musique parce que là, les enfants, les parents disaient, bon, savez-vous, je pourrais m'acheter une guitare ou je pourrais m'acheter un violon, je pourrais m'acheter un clavier, un piano. Fait que on s'est mis à vendre des instruments aussi au travers de tout ça. Pour des raisons pratiques, Patrick et Julie déménagent à Sainte-Marie, une ville plus populeuse. On s'est mis à booker des spectacles aussi. Fait qu'on connaissait des artistes. Fait qu'à un moment donné, bien, on s'est mis à booker des spectacles. Puis on a fait un bon bout de chemin avec ça. Là, on avait changé le nom. C'était plus l'École de musique Patrick Gravel parce que c'était comme ça que ça s'appelait au début. Finalement, on s'est appelé Multimusique parce que, bon, on donnait des cours, on vendait des instruments, puis on bookait des spectacles. Dans le temps que j'étais au motel avec mon père, bien évidemment, je faisais de la musique pareille. J'avais mon groupe qui s'appelait Avenue. Et puis, à un moment donné, il y avait un client qui était venu, qui restait chez nous. C'était un client français. Un soir, ça faisait quelques fois déjà qu'il venait au motel, puis on était tombés amis. J'ai dit, Gérard, écoute, ce soir, on joue dans une tente dans le coin, dans un festival. Si tu n'as rien à faire, ça te tente de venir. Ben, il dit, oui, je vais le faire un tour. Il était venu avec son épouse cette fois-là. Fait que le soir, assiste au spectacle dans la tente. Et puis le lendemain matin, on déjeunait ensemble. Et il dit, écoute, Patrick, il dit, moi, je suis trésorier du comité des fêtes de la Côte d'Azur. Tous les spectacles qui passent sur la Côte d'Azur, c'est moi qui signe les chèques. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'aimerais ça que vous veniez jouer à Toulon. Fait que, ben oui, pourquoi pas, mais tu sais, tu dis, bon, on s'est ramassé qu'on avait une tournée de signés, puis qu'il avait fait la promotion, puis il avait fait l'offre sur la Côte d'Azur. Puis il y avait 42 villes qui avaient accepté de nous recevoir pour qu'on aille faire des spectacles. Fait que on n'a pas été si longtemps que ça parce qu'on avait déjà le groupe Avenue, nous autres, dans le temps, ça marchait pas mal, puis on était bien occupés. Fait qu'on n'avait pas tant de temps de libre que ça. Fait que là, finalement, on avait été 2 semaines. 2 semaines qui ont fait que par la suite, je suis retourné plusieurs fois parce que j'ai connu plein de gens là-bas. Puis j'ai fait plusieurs dizaines de spectacles là, sur la Côte d'Azur là, pour différents événements. La dernière tournée, Julie était venue me rejoindre avec notre fille la plus vieille, Audrey. Puis les jumeaux étaient restés à la maison. Les jumeaux avaient 4 ans. Puis un soir, j'appelle les jumeaux pour prendre des nouvelles. Puis là, ça pleurait, papa. Puis papa, on s'ennuie. Fait que j'ai dit, papa, il revient puis il repart plus. Fait que j'ai raccroché le téléphone. J'ai dit à Julie, fini, fais plus de musique. Julie a dit, tu vas faire quoi? Je sais pas, mais c'est correct. Je l'ai fait. Pour là, j'ai fait le tour du jardin. J'ai fait un tour complet, puis je suis très satisfait de ce que j'ai fait. On va faire d'autres choses. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de faire de la musique, puis que j'ai vendu mon école de musique, notre école de musique, je devrais dire, et puis que j'ai décidé de me réorienter puis faire d'autres choses. Fait que là, je suis allé travailler avec mon père au nettoyeur. Mon père avait repris entre-temps le commerce. Je suis allé travailler avec un été, puis c'était pas ma tasse de thé. Je le faisais parce que, bon, je le faisais, mais j'avais un contact, puis j'ai commencé à travailler pour la Société Parc Auto de Québec. Je me suis ramassé gérant sur la colline parlementaire. J'ai fait ça 7 ans. Je gérais les stationnements un petit peu partout sur la colline parlementaire. J'ai fait ça un certain temps, puis là, ben, à un moment donné, on a suivi des formations sur Outlook à l'époque. Je me suis aperçu qu'on pouvait en faire beaucoup avec ça. Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre toutes les formations disponibles pour mettre la norme ISO sans papier dans cette entreprise-là. Puis on a eu une lettre de félicitations du Bureau de la normalisation du Québec nous disant que c'était la première fois qu'ils voyaient ça, de gérer une norme ISO sans papier. Sans papier, aujourd'hui, c'est quelque chose de courant, mais à l'époque, là, c'était totalement innovateur. Et puis, ben, c'est là que l'auditeur me dit, « Vous savez, M. Gravel, là, toutes les entreprises ont besoin de vous. » Fait que j'ai dit, « Ah, OK, parfait. » Alors, c'est là que j'ai décidé de commencer, de débuter, là, à mon compte, là. Mon but en premier était de faire de la formation sur le non-papier, puis d'encourager les entreprises à diminuer l'utilisation du papier en utilisant Outlook, mais avec le temps, bien, toute l'Office 365 s'est développé. Moi, j'ai suivi toutes les formations de spécialisation, etc., puis je suis allé chercher mes certifications Microsoft. Puis c'est ça qui a fait que tout ça a évolué dans le temps. L'informatique, ça change aux 3 semaines, là, mais c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise. Puis, avec la pandémie, j'ai été obligé d'engager quelqu'un. Puis, bien, aujourd'hui, mon entreprise, ça fait une quinzaine d'années. Ça roule, puis j'adore ce que je fais.
Et là, ensuite de ça, 2013 est arrivé. 2013, ça a été une année assez dure, merci. C'était l'année où j'ai eu un cancer. À un moment donné, je toussais, j'avais mal dans le dos. Puis mon épouse Julie a dit « T'as pas envie d'aller consulter? » Fait que finalement... Le dimanche soir, Patrick se rend au centre Paul Gilbert de Charny pour un examen d'urgence. Fait que là, il me passe une radiographie, puis là, le médecin de garde, il dit « Écoutez, il dit, vous avez de l'eau à moitié du poumon gauche, puis il dit, il y a une grosse masse en bas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. » Fait que là, il dit, chose certaine, demain, c'est en urgence, là, à l'hôpital, vous passez un scan. Le lendemain matin, je descends à l'hôpital de Lévis, puis là, ils m'ont passé un scan en urgence. Et puis, pas longtemps après, là, la spécialiste me fait venir. Elle dit, monsieur, elle dit, vous avez un lymphome. Fait qu'elle dit, vous avez un lymphome, c'est sur votre rate, puis c'est gros comme un pamplemousse. Fait que là, on m'explique qu'est-ce qui va se passer comme protocole, puis que là, on me faisait rentrer en oncologie, puis en tout cas, bref. Là, je redescends chez nous. Là, j'appelle Julie, puis hey, j'ai broyé ma vie, on va se le dire, entre Lévis et Sainte-Marie, là. Je l'ai broyé solide. Fait que là, ça, c'est le premier choc, tu sais. Fait que là, tu dis, ça va... C'est de même, c'est ça. Tu te ressaisis. À un moment donné, veux pas, parce que tu dis, faut que je me ressaisisse. Le coup est passé. Fait que commence les traitements de chimio. Puis là, les traitements allaient quand même bien. T'sais, fait que on m'a fait une première série de traitements. Ça, dans le temps, ça a duré quoi? 2-3 mois. Et finalement, on me dit que ça va être correct, là, que mon lymphome, ça allait bien, puis que là, la masse diminuait, puis que finalement, on me dit que c'était correct, que c'était un lymphome c'était violent, mais qui ont dit que c'est un cancer qui était violent, mais qui pouvait être traité. La beauté de la chose, c'est que c'était traitable. Donc là, tu prends ça, puis tu dis, on va y aller, puis on va suivre la mécanique. Fait que on m'a traité, puis là, on m'a dit que c'était correct. On reprend le cours de vie normal. Puis là, à peu près 6 mois. J'ai été 6 mois de temps là, où ça allait bien, mais on me suivait. Puis à un moment donné, à l'automne, je digérais plus, j'avais de la misère à digérer, puis j'avais toutes sortes de problèmes. Une fin de semaine, Julie partait avec Audrey, il s'en allait. On était censé passer une fin de semaine dans le Maine. Puis là, j'ai dit à Julie, non, vas-y avec Audrey, là, c'était prévu, là. Allez-y, puis moi, non, je vais pas, je vais aller à l'hôpital plutôt. Puis je suis retourné à l'urgence, puis là, ils m'ont repassé encore une radio. Puis là, l'urgentologue me dit, écoutez, M. Gravel, vous avez plein de ganglions dans le ventre. Il dit, vous avez un passé de cancer dans votre dossier, fait que c'est recommencé. Fait que, il dit, lundi matin, c'est en oncologie que vous allez vous retrouver. Fait que là, retourne en oncologie. Puis effectivement, là, tout était... mon cancer avait repris, puis ça avait même repris dans l'estomac. Fait que là, ils m'ont passé des caméras, puis l'oncologue, je me rappelle, quand il m'a dit c'était assez spectaculaire à voir. Tu sais, t'es là, tu te dis, spectaculaire, je trouvais ça un peu... en tout cas, un peu spécial comme terme, mais en tout cas, ça a l'air que c'était spectaculaire parce que, on m'a fait recommencer une série de traitements de chimio. Puis là, pendant ces traitements-là, j'ai attrapé une septicémie à l'hôpital. C'est une infection du sang, pour simplifier la chose. Quand cette infection-là du sang est arrivée, il a fallu qu'ils arrêtent les traitements de chimiothérapie. Ils ont dit, on ne peut pas vous traiter et faire de la chimio pendant que vous avez ça dans le sang. Il faut absolument qu'on traite cette septicémie-là. Ces infections sanguines-là, c'est très, très, très dangereux. En fait, je suis venu plus proche de mourir de la septicémie que du cancer. Fait que ils m'ont traité, mais à un moment donné, ça allait vraiment, mais vraiment mal. Je me suis ramassé au lit, j'étais alité. J'ai perdu 57 livres dans 17 jours, puis là, on va faire, excusez, là, j'étais aux couches, là, puis ça allait pas bien. Puis j'étais en délire, Julie venait me voir avec les enfants, je délirais, je disais n'importe quoi. C'était causé par l'infection. Fait que finalement, on m'a traité pour ça, l'infection, sont venus à bout de prendre le dessus puis de me guérir de cette infection-là. Fait que quand ça a été traité, ils ont dit « OK, on peut continuer la chimiothérapie ». Alors, on recommence une autre série de chimio. Là, on me refait un protocole de chimio. Une semaine ou deux après, on me repasse un scanner pour voir si les choses évoluaient bien. L'oncologue arrive, il vient me voir dans la chambre, il dit « M. Gravel,
on vient d'avoir votre scan, les résultats de votre scan, là, puis la chimio, le protocole qu'on vous fait, là, ça, zéro, c'est zéro effet, 0 plus une barre, ça n'a rien fait. Puis il dit, en plus, il est arrivé une grosse masse, il est apparu une grosse masse sur votre poumon gauche, c'était pas là le dernier coup. Fait que, bon, coudonc, tant qu'à être dans le bain. Là, j'ai dit, on fait quoi? Bien là, ils ont dit, on n'a pas le choix, il faut arrêter encore les traitements de chimio. Il faut savoir c'est quoi que vous avez là. Fait que là, ils m'ont fait des prélèvements sur le poumon de cette masse-là. Puis là, bien, ils ont envoyé ça en échantillonnage dans plusieurs laboratoires. Il y en avait aux États-Unis, il y en avait dans l'Ouest canadien. Puis finalement, bien, ça a pris 3 semaines avant d'avoir les résultats. Puis là, ils m'appellent, ils ont dit, viendrez, on a vos résultats. Là, tu t'attends de te faire dire, hey, ça achève, mon homme. Mais non. Là, ils m'ont dit que c'était la septicémie, l'infection que j'avais dans le sang qui avait provoqué un abcès sur mon poumon, puis qui c'était en train de se résorber finalement. L'oncologue met donc en place un nouveau protocole de chimiothérapie. Il fonctionne bien et on peut alors lui faire sa greffe de moelle osseuse. Quand ça a été bien pris sous contrôle, on m'a fait un prélèvement de cellules souches et puis ben là, on m'a rentré à l'Hôtel Dieu de Québec parce que c'est là qu'ils procédaient aux greffes de moelle osseuse. Fait que là, j'ai été isolé pendant 1 mois. Et puis, ben là, j'ai demandé à l'oncologue, j'ai dit, c'est quoi mes chances? J'ai dit, c'est quoi pour m'aider à prendre une décision? L'oncologue, il dit, c'est pas compliqué, si vous faites rien, c'est fini. Puis si vous faites de la greffe de moelle osseuse, c'est 50-50. Fait que là, ils ont dit, le pari envoie à chandelle. J'ai dit, oui, on va le risquer. On est en 2022, là. Puis il y a en 2020, la dernière visite que j'ai eue avec les derniers examens que j'ai eus avec mon oncologue, les résultats, ils ont dit, ben il n'y a plus rien, fini, guéri. Vous êtes retombé sur la courbe normale des gens. Si vous aviez un autre cancer, ça ne serait pas nécessairement lié à ça. Évidemment, quand on se fait dire qu'on a un cancer, on passe par toutes les gammes d'émotions, là. La tristesse au début, ensuite la colère, l'inquiétude. Quand on accepte la maladie, ben, on se dit, bon, ben on vit déjà mieux avec ça. Moi, ce qui m'a amené un peu à accepter mon fait, le fait, c'est que à un moment donné, mon oncologue, il était au pied du lit. Puis quand j'étais très malade, là, j'ai dit, comment ça va? Je vais-tu m'en sortir? Il dit, écoutez, M. Gravel, si ça change pas, ça achève. Fait que là, tu fais comme, OK. Fait que, veux pas, t'es à la face, là, à côté dans le mur. Puis là, ben, tu te mets à penser un peu à ce que tu as fait. Tu te dis, bon, ben, j'ai fait des bons coups, les bons moments qu'on a vécus, tu sais, dans la vie, puis les moins bons. Puis là, ben, on fait, veux pas, là, le bilan, on le fait parce qu'on se dit, tabarouette, hein, il est peut-être moins une, là. Mais finalement, j'étais content de ce que j'avais vécu. Tu sais, on avait vécu ensemble. Les enfants étaient élevés. Puis là, tu dis, bon, ben, les enfants sont élevés. On a voyagé, on a eu du fun, on a fait plein d'affaires. Puis c'est là que je me suis dit, bon, ben écoute, si ça arrête là, ça arrête là. Ce que j'aurais fait, je l'ai fait, puis je suis content d'avoir fait. Puis si ça repart, on démange la pédale à break. J'ai accepté mon fait, mon sort, parce que je m'étais jamais privé, je m'étais jamais empêché de faire les choses. Puis ça m'a prouvé que c'était la bonne voie à suivre, parce qu'éventuellement, s'il arrivait encore un autre pépin, il va en arriver d'autres pépins, bien, tu dis, bon, si la fatalité arrive, on l'accepte parce qu'on a toujours vécu à fond. Puis ce que je voudrais dire aux gens, c'est que quand on se fait annoncer qu'on a un cancer, ça ne veut pas dire que c'est fatal, que c'est la fin. Chacune qui a eu un cancer dans sa vie, c'est ton cancer à toi. Tu ne peux pas jamais te fier à ce que le voisin a vécu. Puis les oncologues, l'équipe d'oncologues qui me traitait me disait, M. Gravel, arrêtez de lire sur Internet, lisez pas. Chaque cas est unique. Vous ne pouvez pas vous fier à rien. Ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est que je me trouvais cheap. Je me trouvais vraiment cheap de faire vivre ça à ma famille. C'est un drôle de sentiment, vous allez dire. C'est lui qui m'a le plus inquiété. Et quand ça s'est mis à bien aller, puis que les traitements se sont mis à fonctionner, puis que tout reprenait, bien, finalement, on s'encourage, puis on se dit, bon, ben merci mon Dieu, mon doux. La médecine est bonne. Je pense qu'il faut faire confiance à la médecine. C'est un premier... c'est un fait qui est indéniable. L'acceptation, le laisser-aller, fait en sorte que les choses tournent bien. Ça, c'est mon expérience à moi. Ça ne veut pas dire que ça va être la même chose pour tout le monde.
on apprécie plus la vie. J'ai apprécié aussi le fait que le sport de ma famille, tu sais, les enfants et Julie, ils n'ont jamais laissé rien voir, mais on savait, tout le monde savait très bien là, que la période où j'étais dans le creux de la vague, là, ça allait pas bien. Ça allait pas bien, mais ça s'est bien passé malgré tout. Dans la période où j'ai été malade, je suis un travailleur autonome, fait que j'avais pas vraiment d'autres sources de revenus, fait que pas d'assurance salaire, etc. Fait que c'est sûr que j'ai toujours continué à travailler un peu parce que fallait qu'on vive. Et puis, la pandémie frappe aussi chez Patrick et Julie. Habitués à faire face aux épreuves, le couple n'en est pas très ébranlé. Alors, pendant cette fameuse pandémie-là, j'ai dit, tiens, on va recommencer à faire de la musique. Ça m'a donné le goût de refaire de la musique. Fait que je me suis rééquipé. Étant donné que je travaille beaucoup sur le web, il y a des associations de musiciens de studio qui existaient puis qui offraient les services pour pouvoir travailler en collaboration avec eux. Fait que ça serait intéressant. Fait que j'ai toujours écrit de la musique. Moi, j'écris de la musique depuis que j'ai 14-15 ans. Fait que j'avais des pièces d'écrites, puis même, j'en ai composé quelques-unes, des nouvelles, puis j'ai enregistré, là, justement, avec des musiciens, là, d'un peu partout. Entre autres, j'ai fait What a Day, puis là-dessus, il y a l'orchestre de cordes de Budapest qui joue. Il y a 22 violons, là, avec qui j'ai travaillé, puis des musiciens un peu partout. À Londres, au Brésil, aux États-Unis. Fait que c'est drôle, hein? Autant la pandémie a pu être sévère pour plusieurs personnes. Moi, ça a été une belle porte, une belle opportunité pour refaire quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais arrêté de faire, puis la musique. Le travail a complètement explosé parce que je suis un formateur Microsoft, donc tout ce qui est de former les gens sur le télétravail, c'était directement dans ma cour. Alors, évidemment, ça fait en sorte que mon entreprise a pris de l'expansion. Le cancer, quand on veut, si on veut en faire un petit message d'espoir pour les gens, c'est que quand on se fait annoncer qu'on a un cancer, il ne faut pas penser que c'est toujours fatal. On entend souvent compter les histoires d'horreur, là, mais il y a des milliers de personnes qui s'en sortent. Tous les cancers sont différents. Fait que fiez-vous pas que votre troisième voisin y en est décédé, puis que ça ressemblait à ce que vous aviez. En fait, tous les cancers se ressemblent, c'est sûr. Ils sont tous dangereux. Ils sont tous tannants, ils sont tous dérangeants, mais c'est pas toujours... Il y a de l'étude, les gens font les chercheurs travaillent sans cesse sur il y a toujours des nouveaux médicaments, des nouvelles méthodes de traiter, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas que des horreurs, il y a beaucoup d'histoires de bonheur qui résultent de tout ça, là. Fait que gardez ça en tête. La forte personnalité de Patrick Gravel nous enveloppe de positivisme. Son histoire en est une de résilience et de joie de vivre. Son vécu nous rappelle que chaque jour doit être célébré, comme s'il était le dernier. C'est ça la vie.